invité aujourd'hui est François Billot de Lochner, le président de Liberté Politique, mais aussi d'une nouvelle structure intitulée Stop au porno, ça mérite de la clarté. Et vous avez organisé des assises de lutte contre la pornographie. Vous avez voulu faire de la lutte contre ce tsunami pornographique un combat prioritaire. Est-ce que c'est un combat essentiel ? Oui, je crois que c'est un combat essentiel. La pornographie est un fléau inimaginable qui est en train de bousculer le monde entier. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont de grands spécialistes qui tirent la sonnette d'alarme en vain depuis des années. Je voudrais simplement vous donner 2 ou 3 chiffres, simplement, pour démarrer le débat. En France, 90% de la population consulte peu ou prou des matériaux pornographiques. 90%. Donc, on peut dire la quasi-totalité. Dr. François Billot de Lochner. J'avais préparé une conférence écrite. Ich hatte schon alles auf schriftliche Weise vorbereitet. Cette conférence écrite faisait appel à mon intelligence artificielle. Und das hatte mit meiner künstlichen Intelligenz zu tun. Et j'ai décidé aujourd'hui de parler avec mon cœur uniquement. Und ich habe entschieden, heute nur mit meinem Herzen zu reden. La pornographie ne concerne pas du tout que les jeunes. Ça nous concerne tous de 3 ans à 99 ans. Deuxième chiffre. Les 4 sites pornographiques les plus importants au monde diffusent des vidéos qui sont vues, tenez-vous bien, 380 milliards de fois par an. C'est un véritable désastre. C'est un fléau peu imaginable qui tétanise complètement les gens. Il fallait effectivement créer une structure, Stop au porno, pour secouer le cocotier. Nous sommes à un moment où c'est le tocsin qu'il faut sonner. C'est le tocsin qu'il faut sonner. Parce que ce qui est en train de se produire dans notre société, c'est une destruction absolue des structures qui font qu'elle existe et qu'elle peut exister. Et une destruction de fond. Une destruction qui se déroule également sur le plan philosophique, qui se déroule d'abord sur le plan philosophique, qui se déroule ensuite sur le plan culturel. Et là, nous n'avons pas les outils. Je suis ravi, évidemment, de ce que j'ai entendu tout à l'heure. Il faut que nous ayons les outils pour nous défendre sur le plan culturel. Nous ne les avons pas suffisamment, ou nos enfants ne les ont pas. Beaucoup d'entre nous se disent le cinéma, ce n'est pas quelque chose qu'il faut fréquenter. Et donc, beaucoup de parents n'éduquent pas les enfants à la critique du film qu'ils voient, à la possibilité, en regardant un film, brusquement de dire non, là, on est en train de m'avoir. Là, on est en train de me rouler dans la farine. On est en train, par des artifices de cinéma, de me faire ressentir quelque chose que je ne devrais pas ressentir, ou de me faire croire quelque chose qui est manifestement contraire à la réalité. Donc d'avoir ce regard technique, de critique possible sur ce qu'on nous donne à voir. Il y a un écrivain français célèbre Es gibt einen berühmten französischen Schriftsteller, qui s'appelle Houellebecq. der heißt Houellebecq. Houellebecq a écrit un roman Houellebecq hat etwas geschrieben, il y a 4 ans, je crois, vor 4 Jahren, très bien écrit, sehr schön geschrieben, passionnant, sehr reizend, qui a été acheté vraiment par beaucoup de monde, was von sehr vielen Menschen auch gekauft wurde. et donc tout allait très bien. Und alles war super gut. Mais dans les 300 pages, Aber in diesen 300 Seiten il y avait 40 pages hautement pornographiques. gab es 40 Seiten, die höchst pornografisch waren. Toutes les familles se sont précipitées pour acheter Houellebecq. Alle Familien haben sich darum gerissen, um Houellebecq zu kaufen. C'est tout simplement stupide Das ist einfach nur dumm et scandaleux. und skandalös. Et je me dis, bon, bah, maintenant j'ai un rôle de pompier, où est-ce que ça brûle le plus? Et il m'a semblé évident que c'était dans le domaine de la sexualité dépravée, conduisant jusqu'à la pornographie, que le danger était maximal et était surtout en croissance accélérée d'une façon tout à fait effroyable. Alors, Maître Bonnet parlait de sonner le tocsin. Je dirais même, il est urgent de manier les seaux à la vitesse maximale. Car effectivement, la société peut y laisser non seulement son âme, mais son existence. Cette société
qui cherche dans la pornographie à la fois la transgression, pensons à Jean-Jacques Pauvert, disant qu'il s'agit finalement de narguer Dieu et de nier son existence. Mais il s'agit aussi d'une recherche incessante de jouir plus et jouir de la déshumanisation de l'autre. Eh bien, cette jouissance, c'est quoi? C'est la dictature du plaisir. Effectivement, je dirais que la pornographie, tout le monde doit déplorer d'y tomber, mais il est malheureusement quasiment normal, au sens de normes statistiques de la norma, parce que nos mécanismes cérébraux ne sont pas faits pour résister à ce genre de stimuli qui n'ont jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Jamais au Moyen-Âge, jamais la fortiori l'homme préhistorique n'a été soumis à ces images absolument épouvantables, en gros plan, en technicolor, etc. Même, si on prend les œuvres de Sade, les pauvres illustrations n'avaient pas grand-chose d'érotisant. Donc vous voyez que nous sommes dans une situation, écologiquement, qui effectivement est sans précédent. Comme cela a été dit ce matin, la pornographie est un projet ancien. Wie es heute Morgen schon gesagt wurde, die Pornografie ist ein altes Projekt, Qui a pour objectif de détruire les sociétés fondées sur les valeurs chrétiennes. das zum Ziel hat, die Gesellschaften, die auf christlichen Werten gegründet sind, zu zerstören Et finalement de détruire l'humanité tout entière. und endgültig die Menschheit zu zerstören. En tant que chef d'établissement, on reçoit régulièrement tout un tas de propositions qui sont des expositions organisées par les collectivités territoriales. Il y en a une qui est assez importante en région Île-de-France, qui est Solidaise. Solidaise est un énorme rassemblement. C'est 200 000 jeunes, et avec de très nombreux jeunes de la région ouest qui y vont chaque année. C'est festif. C'est avec des concerts, avec des expos, etc. Et vous avez en particulier une expo qui s'appelle Happy Sex. Et Happy Sex, c'est une exposition en plein air. C'est absolument atroce. C'est atroce. C'est dessiné par la dessinateur de Titeuf. Et c'est déconseillé au moins de 18 ans, mais c'est accessible à tous. C'est accessible à tous et vous voyez effectivement des gens de tout âge y aller. C'est évidemment des jeunes qui viennent pour tout à fait autre chose et qui traversent ce petit terrain sur lequel sont exposées ces planches. Je vous le dis parce que c'est un des exemples là de la région Île-de-France. Il y en a bien d'autres où finalement, au détour d'un rassemblement festif, eh bien, vous allez avoir une incitation à la débauche, une incitation notamment à la pornographie. Dans les milieux catholiques, lorsqu'on s'occupe de combattre contre la pornographie, on est facilement catalogué comme quelqu'un qui aime se rouler dans la boue et comme quelqu'un qui n'est pas fréquentable. Je me souviens, le premier succès de l'association Promouvoir, c'était l'annulation que j'avais obtenue devant le Conseil d'État du visa d'exploitation du film Baise-moi, qui avait été encensé par la critique et qui était un film pornographique et d'une grande violence. Et le jour même où le Conseil d'État donc annule ce visa, des manifestations se déroulent à Paris pour protester contre la censure, etc. Je me retrouve invité sur des plateaux de télévision, je fais mon travail, et le lendemain, je me trouve à une soirée avec mes amis de l'endroit où je vis, qui était consacrée à dire au revoir à l'un d'entre nous qui partait dans une autre région de France. Et je m'attendais à ce qu'il y ait des questions, qu'on se tourne vers moi, qu'on nous interroge, moi et ma femme d'ailleurs, sur ce qui s'était passé. Pas du tout. Froid glacial. Nous étions, elle et moi, des pestiférés. Et au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, nous sommes partis. Nous sommes partis. Et c'est pour ça que votre question sur est-ce que je ne suis pas un peu puritain, c'est amusant parce que c'est souvent le contraire qui m'est renvoyé à la figure. En disant, mais si vous vous battez contre la pornographie, et c'est ce que disent d'ailleurs les adversaires, ce que disent d'ailleurs les gens que je combats, mais finalement vous aimez ça, vous adorez, vous voterez là-dedans. Donc c'est la grosse difficulté déjà de ce combat, c'est que lorsque vous le menez, vous êtes facilement accusé d'y prendre plaisir, parce que c'est la critique la plus facile et celle qui permet le plus aisément à vos adversaires de vous démonter, ou à vos amis de se donner une excuse pour ne pas s'impliquer. Nous avons dans notre cerveau deux types de circuits, l'un gérant les punitions,
l'autre gérant les récompenses, le principe du plaisir. Et jusqu'à une date récente, les enfants avaient un père, une mère. La mère, plus maternante, était normalement celle qui gérait plus les satisfactions, qui apprenait aux enfants comment à vivre également dans ce monde. Et il y avait le père qui était là, en général, beaucoup plus contraignant, et qui apprenait par le biais du principe de punition, du circuit de punition qui est câblé quelque part dans mon cerveau comme dans le vôtre, à éviter, n'est-ce pas, les inconvénients. Eh bien, cette société du plaisir nous mène à un consensus social où chacun va rechercher de plus en plus un plaisir maximal non seulement en se désintéressant, mais en opérant ce que l'on appelle en psychologie une forclusion. La question ne se pose même plus. Ce qui est désagréable, on ne veut plus en entendre parler. Je me fais plaisir, je me permets tout, rien n'est inhibé, plus personne n'ose interdire. Or, un psychologue du siècle dernier disait « Penser, c'est se retenir d'agir. Si je me permets tout, je ne peux plus penser. » Et plus récemment, un psychologue, un de mes collègues, Houdet, disait « J'inhibe, donc je suis. » Or maintenant, surtout ne pas inhiber, quoi. Vous seriez un inhibé, alors là, mais quel drame. Oh non. Pouvoir inhiber est une des conditions de la liberté et de l'intelligence. Donc il faut absolument que les institutions, à commencer par l'Église, osent recommencer à inhiber. Et rappelons-nous, oui, la sexualité dans le couple est une belle chose, mais Jean-Paul II a rappelé une notion qui était bien oubliée et qui marque justement le risque qu'il y a à la frontière entre l'érotisme et entre la pornographie. Il a rappelé l'existence de ce que l'on appelle l'adultère dans le mariage. Donc vous voyez que le chemin de l'érotisme est permis aux chrétiens, mais c'est un chemin escarpé sur lequel il faut être vigilant. D'autant plus que par mimétisme, c'est tellement facile de glisser de l'érotisme à la pornographie, et il y a un mécanisme d'inflation qui est effectivement mortifère. Je crois qu'il faut absolument Glaube ich, dass man wirklich ne pas avoir peur de parler de morale. nicht Angst haben sollte, über Moral zu sprechen. Chacun d'entre nous sait très bien Jeder weiß sehr genau, qu'il y a un bien pour le bonheur dass es ein Gutes gibt, was Glück bringt, et qu'il y a un mal pour le malheur. und was ein Schlechtes gibt, das auch Schlechtes bringt. C'est ce qu'on appelle la morale. Sowas nennt man Moral. Mais en France, en tous les cas, Aber in Frankreich il est désormais interdit de parler de morale. ist es seither verboten, über Moralvorstellungen oder Moral zu reden. Même dans les milieux catholiques, protestants, évangéliques. Auch in den katholischen, protestantischen, evangelischen Bereichen, Parce que l'on considère, je ne sais pas pourquoi, weil man irgendwie denkt, que c'est contre-productif. dass das kontraproduktiv sei. Mais contre-productif de quoi? Aber kontraproduktiv in Bezug auf was? Évidemment que les enfants ont besoin que l'on parle du bien pour le bonheur et du mal pour le malheur. Natürlich, dass die Kinder wissen, dass man ihnen vom Guten für das Glück und vom Schlechten fürs Schlechte Et ne beibringt. cherchons pas de faux arguments, Und wir suchen keine schlechten Argumente, une espèce de soupe, sowas wie eine Suppe. une espèce de langage très, très plat, So, das sind sehr, sehr platte, stumpfe Wortwahlen, par peur de dire les choses comme elles sont. aus Angst, die Dinge so zu benennen, wie sie sind. Je reprendrai ce qui a été dit tout à l'heure, soyons libres et vrais. Ich werde das wieder aufgreifen, was vorhin gesagt wurde. Seien wir frei und ehrlich. Voilà, la liberté pour la vérité et la vérité dans la liberté. Die Freiheit für die Wahrheit und die Wahrheit in Freiheit. Souvent, lorsque l'on parle de pornographie dans nos milieux, j'ai deux réponses qui me sont opposées. La première, c'est « Ah ben moi, mes enfants sont hors de cause, hein. De toute façon, ils n'y toucheront pas. » Quelle illusion! Quelle illusion! Mon épouse et moi, nous avons 8 enfants. Nous avons 8 enfants qui ont conservé la foi. On en rend grâce tous les jours au Seigneur. Mais nous savons très bien que les uns ou les autres, alors
peut-être spécialement les garçons, nous en avons 6, ont été confrontés à la pornographie. Parce que c'est quasiment impossible de faire autrement. L'éducation que nous leur donnons, c'est plutôt que fait-on une fois qu'on se rend compte qu'on a une certaine attirance pour cela, que l'on voit des images, que l'on commence à fréquenter pendant quelques minutes ou un peu plus cette pornographie, que fait-on pour se sortir de là, pour reprendre le contrôle par rapport à cette tentation d'aller plus loin. Et la deuxième chose, c'est de toute façon, en admettant que ça touche mes enfants, moi je m'occupe essentiellement de mes enfants et donc le reste ne m'intéresse pas. Quelle réaction! Alors les enfants des autres, on s'en fiche? Il peut y avoir dans la rue des centaines de milliers de petites jeunes filles qui sont martyrisées par leurs camarades au collège, qui ont fait croire que la seule chose qui vaut dans la vie, c'est de pratiquer des actes sexuels, des fellations dans les toilettes, etc., avec leurs petits camarades. Et ça ne me regarde pas, moi, catholique, ça ne me regarde pas, moi, père et mère de famille, parce que mes enfants, je le pense, ne sont pas touchés par ça et ne sont pas menacés par cela. Sur France Culture, le philosophe Laurent de Sutter, qui a écrit une métaphysique du X et Pornstar, dit « Il ne faut pas interdire le porno, mais l'image pornographique peut être une bonne école du regard. C'est une manière de représenter le monde. » Est-ce que finalement, ce n'est pas seulement une manière de représenter le monde, point final? Ne vous inquiétez pas. Voyez-vous, un philosophe qui écrit une pareille stupidité n'a pas le nom de philosophe pour moi. Je suis désolé d'être extrêmement brutal. Ça n'est pas un philosophe. C'est quelqu'un qui manie des concepts idéologiques absolument déconnectés de la réalité. La pornographie, c'est quoi, Martial Bild? Voyons les choses très simplement. Ce que le philosophe ne sait probablement pas faire, c'est une personne... Alors, si on prend la pornographie par Internet, parce que je pourrais citer toutes les autres formes de pornographie, il n'y a pas du tout qu'Internet. C'est quoi? Si je regarde maintenant une vidéo pornographique, j'ai devant moi un objet, ce n'est pas une femme, c'est un objet, qui n'a ni intelligence, ni cœur, et ni même corps intégral. C'est une chose transformée en un entrejambe. Donc, c'est une personne que l'on réduit à une petite partie du corps qui elle seule existe et qui fait que cette personne, qui est une personne par définition magnifique, elle a son intelligence, son cœur, son corps, elle a son rapport avec autrui, c'est un objet de boucherie que l'on va manipuler dans tous les sens. Comment un philosophe peut-il dire une pareille stupidité? C'est inimaginable. Pour moi, c'est inimaginable, c'est inconcevable. Je regardais récemment, par hasard, la série Westworld, qui, je suis sûr, ne vous dit pas grand-chose à vous-même, parce que j'avais entendu ce nom pour la première fois. Je l'ai regardé parce que j'avais eu l'occasion de parler avec des jeunes adolescents d'une autre série qui s'appelle Game of Thrones. Une série Game of Thrones qui est remarquablement faite sur le plan technique, qui, dans les derniers épisodes, redevient acceptable, mais qui est un malsain, à tout point de vue, ahurissant. Or, dans nos familles, quasiment tous les enfants, tous les adolescents ont vu Game of Thrones. Et c'est une série qui est fondamentalement malsaine. Mais je vais voir donc cette série Westworld. Et je tombe sur quelque chose qui m'a brusquement frappé, et je l'ai connecté au problème qui m'amène aujourd'hui, parce que souvent, on a des signes comme ça qui tombent au moment idoine. Je n'ai vu cette série qu'avant-hier, enfin ces 2 épisodes. Il s'agit d'un parc d'attractions qui met en scène, avec des sortes de clones, un village et puis un ensemble de lieux du Far West. Et les invités, les visiteurs, rentrent dans ce parc et font à ce moment-là ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'ils ont des personnages en face d'eux qui sont des personnages artificiels, mais des personnages artificiels qui ont été dotés de sentiments, de conscience, de capacité à se rendre compte de ce qui leur arrive. Mais ces personnages artificiels revivent tous les jours la même chose après qu'on ait effacé leur mémoire. Et donc tous les jours, la même histoire recommence, qui sont programmés dans des scénarios déterminés. Et les personnages qui visitent ce parc font ce qu'ils veulent. Et que font-ils? Ils violent, ils détruisent sexuellement les personnes auxquelles ils ont affaire, ils tuent, ils torturent, ils procèdent à tous les actes les plus abjects qui peuvent leur passer par l'esprit. Et le thème du parc, c'est la seule limite, c'est ce que vous déciderez de faire. Et donc, on voit dans cette série, qui est un malsain épouvantable, des gens qui viennent spécialement pour exercer cette volonté de puissance. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la chose suivante. C'est qu'on a un parallèle que l'on peut faire très facilement avec ce que l'on voit dans la pornographie, dans les films pornographiques. Je m'explique, et je terminerai par là, parce qu'il y aurait tellement à dire. Dans les films pornographiques, de plus en plus, les commentateurs sont tous d'accord pour dire que c'est la violence qui gagne chaque fois un peu plus.
C'est-à-dire que les femmes ne sont pas simplement montrées en train d'accomplir des actes sexuels divers et variés, elles sont de plus en plus violentées. Mais violentées au point que certaines d'entre elles ressortent blessées des tournages. Tout le monde s'en fiche, y compris le Conseil d'État, à qui un jour j'ai fait valoir ce moyen en m'appuyant sur une grande jurisprudence du même Conseil d'État, qui disait la dignité humaine, il faut la défendre quoi qu'il arrive, même si les gens sont consentants. Eh bien je lui dis, mais les actrices pornographiques sont consentantes, mais leur dignité humaine est gravement affectée. Donc il faut sanctionner. Pas du tout. On ne répond même pas aux moyens quand c'est comme ça, parce qu'on ne sait pas comment y répondre, mais on n'y répond même pas. Et donc dans ces films, c'est la violence la plus grande. Et ce qu'on voit se mettre en place, et les observateurs sont quasiment tous d'accord là-dessus, c'est que dans la pornographie désormais, vous avez essentiellement une volonté de domination, de destruction de l'autre qui est de plus en plus forte. Mais une volonté de domination presque satanique. La série Westworld dont je vous parle, elle a fait brusquement tilt dans mon esprit. Parce que finalement, l'un des ressorts de l'addiction à la pornographie, c'est quoi? C'est cet accomplissement progressif de la volonté mauvaise de domination absolue. C'est-à-dire que les femmes dans les films pornographiques, eh bien, elles sont traitées comme les personnages artificiels sont traités par les visiteurs de ce parc. Et plus elles crient, plus elles manifestent leur douleur, mieux c'est. Et donc c'est la domination la plus absolue qui devient progressivement la règle, et non plus l'amour, et certainement pas l'amour passionné. Vous parliez tout à l'heure de corps anonymes, bien sûr, parce que ce n'est plus la personne humaine en tant que telle qui intéresse, c'est la domination de cette personne humaine, au sens de Sade, le fameux marquis exquis. On nous dit l'exquis marquis, vous vous rendez compte pour Sade, l'exquis marquis. Donc ce qui m'apparaît, c'est cela. C'est-à-dire que nous sommes dans une société qui est en train de se jeter à bras ouverts, mais sans aucun discernement, dans le règne de la domination sans frein sur l'autre sexe, et notamment, évidemment, sur le sexe de la femme, qui est la première à payer le prix fort de cette évolution. Est-ce que vous faites ce lien-là, une corrélation entre augmentation des violences sexuelles et augmentation de l'accès à l'image pornographique? Alors le lien est absolument évident et ne souffre d'aucun débat. Le lien, toutes les analyses scientifiques depuis 20-30 ans à peu près, disent que la pornographie non seulement développe une violence extraordinaire, et alors là le fameux professeur en neurosciences, M. Olivreau, que je citais tout à l'heure, est assez remarquable parce qu'il explique comment le cerveau réagit effectivement par rapport à la pornographie, développe les pulsions provisoirement d'ailleurs, et oblige finalement à passer à l'acte, ou en tous les cas au moins psychologiquement. Mais beaucoup de gens ne passent pas à l'acte psychologiquement, ils passent à l'acte définitivement, réellement, humainement. Et donc la pornographie effectivement multiplie les violences dans toute la notion de tout ce qui tourne autour de l'inceste, toutes ces choses-là. La pornographie a un rôle absolument considérable. Parce que comme la pornographie est dans son domicile le soir, volet fermé, ça ouvre les possibilités à toutes les dérives possibles. Donc c'est un fléau absolument effrayant. Et là, le lien est absolument... il est impossible de mettre au panier toutes les études qui sont faites sur le sujet depuis si longtemps. C'est impossible. Est-ce qu'on ne peut pas vous faire le procès en se disant, ben voilà, 90% des gens regardent du porno, si vous dites stop au porno, ben c'est que vous êtes un peu, pardonnez-moi l'expression, un peu trop cul-serré? Eh bien, pas du tout. Alors, voyez-vous, aux assises, il y avait un professeur en neurosciences, professeur d'université, d'une brillance extraordinaire. Lui, il est professeur en neurosciences. Donc, il n'est pas du tout dans une logique moralisatrice. Il explique, par exemple, que la pornographie détruit purement et simplement le cerveau et le corps tout entier. C'est une destruction, ça c'est physique. C'est les neurosciences qui le disent. La pornographie, par exemple, quelqu'un qui s'adonne très souvent à la pornographie détruit dans son cerveau ce qu'on appelle la dopamine, qui est une substance chimique qui travaille dans le cerveau primaire et qui permet justement de se livrer à toutes les activités primaires, notamment la sexualité. Quelqu'un qui regarde la pornographie à haute dose, la dopamine est atteinte à un point tel que le corps ne réagit plus. Donc, quelqu'un qui regarde à haute dose de la pornographie ne pourra même plus avoir de rapport sexuel.
À terme. Donc c'est dramatique. Donc ça n'a rien à voir, si vous voulez, avec une espèce de moralisation. Je suis personnellement pour une morale mais on va en parler tout à l'heure, à réhabiliter. Mais indépendamment de la morale, de toutes les façons, il y a un véritable problème psychologique et physique que des grands professeurs de médecine ont parfaitement bien pointé et analysé. D'abord, ils se détruisent le physique. Bon, alors là, il suffit pour ceux qui nous regardent, il suffit d'aller regarder un petit peu à gauche et à droite. Il y a plein d'études qui sont faites là-dessus. Ça détruit. Surtout à gauche. Pardon ? Surtout à gauche. Ouais. Ça détruit le cerveau, ça change les comportements, ça détruit le système musculaire, ça rend les gens compulsifs. Donc physiquement, d'énormes problèmes et d'énormes problèmes de sexualité. D'énormes problèmes de sexualité, sur lesquels on reviendra peut-être quelques instants tout à l'heure. Donc physiquement, un véritable désastre. Sur le plan psychologique, c'est une déroute complète. Évidemment, quand vous avez un garçon de 18 ans qui, à longueur de journée, voit des scènes abominables où les femmes se font massacrer de façon collective ou pas, dans toutes les positions possibles et imaginables, mais c'est complètement insupportable. Comment est-ce qu'un garçon de 18 ans ne serait pas massacré psychologiquement ? Donc ça détruit complètement la psychologie de l'individu, qui devient associable, complètement associable, qui ne sait plus ce qu'est une femme, parce que la femme a été tellement objetisée que pour lui, il fait plus la différence, donc il sait plus ce que c'est qu'une femme, il n'a plus la moindre notion, et donc on fait rentrer dans la vie adulte des gens qui sont complètement paumés, détruit physiquement, détruit psychologiquement, détruit moralement, et on est dans de l'esclavage complet. Et j'ai lu des témoignages, mais c'est à tomber à la renverse de tristesse, tellement c'est grave et tellement c'est caché, parce que évidemment aujourd'hui la société se repaît là-dedans. La première chose, Erstens, c'est que la pornographie détruit complètement la personne humaine. Pornographie zerstört komplett die Person. Je suis désolé, mais nous avons, en plus de petites parties du corps, Es tut mir sehr leid, aber wir haben über sehr, sehr kleine Teile in unserem Körper une âme, eine Seele, une intelligence, eine Intelligenz, un cœur ein Herz et un corps tout entier. und einen gesamten Körper. Au nom de quoi Auf Basis, les pornocrates disent-ils die Pornografen sagen, que la personne humaine dass der Mensch n'est qu'un entrejambe, n'est qu'une petite partie du corps. dass der Mensch nur ein kleiner Teil des Körpers sei. C'est un pur scandale Das ist ein purer Skandal, scientifique, wissenschaftlich, philosophique, philosophisch, moral. moralisch. Les pornocrates Die Pornokraten sont des ennemis de l'humanité tout entière. Ce propos qui sont tenus au début du siècle par Jean Jaurès, par un certain nombre de députés qui sont à l'Assemblée nationale. Et ces propos sont lesquels ? Par exemple, le jour où nous obtiendrons que les femmes puissent aller chez leur amant et revenir chez elles comme si elles avaient pris une simple tasse de thé, nous aurons gagné déjà l'essentiel du combat. Et il y a donc un propos philosophique de fond, déjà depuis des dizaines et des dizaines d'années, depuis le début du siècle dernier, qui consiste à vouloir détruire les relations au sein du couple, à détruire les relations au sein de la famille, pour arriver à un autre but, qui est le but de cette déstructuration complète. Alors, je vais vous faire 2 ou 3 citations. Je vous recommande vivement, il y a un certain nombre de livres qui ont été écrits sur ces questions de sexualité, de pornographie, etc. Il y en a un que je mets un petit peu à part, c'est celui-ci, qui a été peu commenté, parce qu'il est très bien peut-être. Il a été publié par François-Xavier de Guibert, qui malheureusement cette maison d'édition a été reprise récemment. C'est un livre d'André Bergevin, Révolution permissive et sexualité, de la tolérance à la transgression. C'est une mine de renseignements, un petit peu comme les livres d'Alain Toulza, que je vous recommande aussi, qui est une personnalité extraordinaire. Et alors on trouve des petites citations, je ne veux pas vous en faire beaucoup, mais qui pourront illustrer le propos que je tiens là maintenant devant vous. Catherine Breillat, que j'ai rencontrée sur le plateau de télévision et qui était enragée parce qu'elle n'avait pas eu le dernier mot face à moi dans une émission de Javanne, qui défendait donc le film Baise-moi avec acharnement et bien d'autres après. Elle dit, en 1999, elle écrit la chose suivante: « Le 21e siècle sera le siècle du cul. Je ne pense qu'à ça, c'est pourquoi je me bats contre l'ordre moral. » C'est tout un programme. Alors, on en rit, mais c'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qui est en train de se passer.
Autre citation intéressante pour voir un petit peu à qui nous avons affaire de l'autre côté, Jack Lang, l'éminent Jack Lang. Jack Lang, on l'interroge sur Europe 1 en lui disant « Alors, qu'est-ce que vous pensez des films porno, etc. » Alors il dit il faudrait inventer un genre de film érotique vrai de vrai, hein, parce que ce qu'on voit souvent, c'est encore de la guimauve. Moi, j'aimerais un érotisme plus vif, plus ardent. Canal+, eh bien, écoutez, généralement, il y a d'assez bons films porno. C'est un genre que l'on a tort de décrier et de mépriser. Et j'ai un regret. En tant que ministre de la Culture, j'aurais dû supprimer dans la législation française la catégorie X qui pénalise fiscalement, malheureusement, ce genre de film. Donc voilà des propos, si vous voulez, de ministres de la Culture, de responsables de notre État qui ont été en place et qui continuent à avoir une influence extraordinaire. Leur programme, finalement, c'est Freud qui en donne les tenants et les aboutissants. Freud disait dans un de ses ouvrages « La sexualité, si elle se manifestait de façon trop précoce, romprait toutes les barrières et emporterait tous les résultats si péniblement acquis par la culture. » C'est Freud lui-même qui le dit, c'est quand même pas n'importe quoi, parce qu'on s'attendait plutôt à quelque chose de positif. Freud lui-même était conscient que le déferlement de ce qui est de la pornographie peut effectivement mettre à néant la totalité de la culture. La totalité de la culture. Et ce qui est grave, c'est que ce phénomène touche désormais évidemment toutes les strates de notre société, mais également, de plus en plus, les plus jeunes, la pédophilie. Et vous avez aujourd'hui, autour de vous, des rues qui s'appellent la rue Léon Blum. Tout le monde connaît Léon Blum. Léon Blum, voilà ce qu'il dit. Alors, les petites filles, la plupart des jeunes filles, des très jeunes filles, sont parfaitement aptes, dès l'âge de 15 ans, à goûter l'amour. Leur capacité d'éprouver l'amour devance même ce que l'on appelle, au sens précis du mot, leur formation. Quand elles sont livrées à l'instinct, qu'aucune contrainte de famille ou de société ne les réprime, voyez à quel âge débute leur carrière amoureuse. Nous savons que rien ne pique plus vivement le désir des hommes d'ailleurs qui ne sont plus tout à fait jeunes. Vous entendez ce que je suis en train de lire? C'est incroyable. Que cette vivacité soudaine, ce gonflement hésitant des formes, cet éveil de la jeune fille dans la fillette. Mais l'adolescente qui l'inspire n'est pas indifférente à ce désir. Elle le comprend, elle en jouit avant de le partager. Et tout ça pour dire qu'il faut encourager cette rupture des générations de façon à ce que les hommes les moins jeunes puissent, de façon beaucoup plus facile qu'aujourd'hui, aller se diriger vers les fillettes. Et alors on lui demande, parce que la question lui est posée, et on lui dit, mais alors les enfants? Alors il répète, enfin il rappelle la tirade de Dumas, fils, le romancier, mais pas le grand, le romancier secondaire, qui dit « Les enfants sont malheureusement les inconvénients du plaisir et la rançon de l'amour ». Et alors Bloom commente en disant « Pourquoi l'hypocrisie de mes contemporains m'empêcherait-elle de formuler la réponse certaine, topique, à défaut de laquelle mon système serait compromis? Vous m'objectez comme le moralisme et les enfants. Eh bien je vous réponds, des enfants, nous n'en aurons pas. » Les réactions des parents sur le sujet de la pornographie ou le sujet de tout ce qui est éducation, sexualité, affectivité sont de différents ordres. J'ai malheureusement, dans les milieux catho-libéraux, excusez-moi de cette expression un peu vague, mais vous voyez ce que je veux dire, on a beaucoup de parents qui sont un peu dans le déni ou dans l'angélisme, en disant ce que disait tout à l'heure, je crois que c'est Maître Bonnet qui insistait sur ce point, qui insistait sur l'idée que ça peut arriver dans des familles, c'est bien malheureux, mais nous, ça ne nous concerne pas. On a des parents qui, sur la question du téléphone, en revanche, là, sont dans un déni total. C'est-à-dire que ils ne sont pas prêts, pour la grande majorité d'entre eux, à retirer cet instrument de confort de la vie quotidienne. Et on voit bien comment, finalement, il y a une petite capitulation qui est très simple, hein, qui est que mon enfant est en 6e, je souhaite qu'il puisse rentrer tout seul, c'est une économie de temps, de fonctionnement. Le fait qu'il ait un téléphone me rassure. Je suis dans ma 4e année là, à Saint-Jean-de-Passy, et puis j'ai dirigé d'autres établissements avant. J'ai dû effectivement, à plusieurs reprises, gérer des situations un peu compliquées. La plus récente, et en même temps la plus terrible, était avec un garçon de 5e qui avait une addiction à la pornographie via son téléphone portable, qu'il gardait dans sa chambre, qu'il avait le soir avec lui, il dormait avec, et il en regardait tous les soirs. Voilà, et tous les soirs, il regardait tout un tas de choses. Il l'a raconté à des camarades de classe l'ont raconté à leurs parents, enfin, ses enfants les ont racontés à leurs parents, et petit à petit, c'est revenu par le préfet de division, et puis par une petite enquête, on a réussi à retrouver la source. Quand on en a parlé avec les parents ont immédiatement pris la décision de retirer l'enfant de l'établissement, ce qui, d'une certaine manière, nous a soulagés et a réglé notre problème à court terme.
évidemment, en termes de contagion et en termes d'état d'esprit, mais en revanche est évidemment dramatique dans la mesure où les parents ont très mal réagi à l'état d'esprit dans lequel on le faisait. Ils l'ont vécu comme une remise en cause, nous disant mais de quoi vous vous mêlez, etc., etc. Voilà. Donc c'est douloureux dans la mesure où aujourd'hui, je sais malheureusement que ce garçon est parti dans l'enseignement public et que la situation ne risque pas d'être gérée. Le silence de Stanislas en disait long. On voit qu'il y a à la racine de la sexualité certaines données purement naturelles, physiologiques, comportementales, dont nous héritons, que nous n'avons pas choisi, et le problème se pose de les gérer avec liberté pour ce qui est grand, pour ce qui est beau, pour ce qui est noble. Eh bien, il y avait autrefois, et je retrouve mes idées, un moment privilégié dans la jeunesse que Freud a décrit sous le nom la phase de latence. Alors c'est quelque chose qu'il faisait commencer à la fin de la résolution du complexe d'Oedipe. Ça c'est peut-être plus ou moins hypothétique, mais disons qu'en gros, vers 7 ans, vers l'âge de raison, les pulsions sexuelles infantiles de l'enfant s'atténuaient à l'époque où il n'y avait pas de la pornographie partout, jusqu'à quasiment disparaître. Et puis bien sûr, cela va réapparaître avec les hormones sexuelles qui vont changer complètement son comportement et sa physiologie à partir de 11-12 ans, d'ailleurs maintenant, cette puberté, du fait justement de l'érotisation de la société, ne cesse d'avancer dans le temps. Eh bien, durant cette phase de latence, les problèmes sexuels ne se posaient pas, ou pratiquement pas à l'enfant, et c'était le moment idéal où il mettait en place toutes les dimensions cognitives de son intelligence. Et le drame, alors bien sûr maintenant les psys disent il faut arriver, il n'y a plus de phase de latence. Évidemment, comment voulez-vous qu'un enfant de 9, 10, 11 ans ait une phase de latence alors que sans arrêt il est assailli par la pornographie qu'il trouve absolument partout. Donc le drame, le voici. Autrefois, l'humain avait une période de sa vie où l'obsession sexuelle était, je dirais, par construction éliminée, où il pouvait mettre en place sa cognition à l'état pur, son intériorité à l'état pur, et maintenant cette phase a disparu. Donc bien sûr, il y a là un risque. Tous ces éducateurs, entre guillemets, haben alle diese unter Anführungszeichen Erzieher, mettent entre les mains des enfants, also übergeben sie den Kindern des livres Bücher, qui sont terriblement crus. Die so rau sind. Voilà. Terriblement descriptifs. Die alles genau detailliert beschreiben. Terriblement scientifiques. Die aber auch so wissenschaftlich sind. Et qui n'abordent pas du tout le sujet moral. Und die überhaupt nicht auf die moralische Komponente eingehen. Puisque c'est contre-productif. Weil dies ja kontraproduktiv sei. Résultat. Das Resultat davon ist, je pense que ces formations ich glaube, dass diese Erziehungskurse ont davantage tendance à exciter à la pornographie qu'à la combattre. Mehr das Resultat haben, dass die Kinder zur Pornografie hingedrängt werden, als dass sie davon abgehalten werden. Voilà. Donc, prudence. Also seid vorsichtig. Qui suis-je? Quel est mon projet lorsque justement je considère autrui comme un instrument à jouir, comme l'homme-machine de la maîtrise? N'oublions pas que finalement toute cette pornographie est née au siècle des dites lumières ô combien fumeuses, mais avec la maîtrise, avec de multiples autres auteurs, on trouverait déjà l'apparition de ce phénomène et, pour rejoindre le problème politique, l'apparition de ce phénomène en liaison avec la politique. Vous avez vu la citation d'Helvétius que je mets, qui recoupe tout à fait celle de Solzhenitsyn et que tout le monde connaît, et qui est qu'avec la pornographie, on a servi bien plus facilement un peuple qu'avec des miradors. Et c'est vrai parce que cette fois-ci, la victime est consentante. Pour moi, la pornographie n'est que la pointe de l'iceberg d'une masse émergée bien plus grande et qui s'appelle aussi l'érotisme. J'ai mis dans mon texte une citation de Vladimir Jankélévitch
qui était tout sauf catholique, qui, à mon avis, prend bien cette distance par rapport à cette érotisation complètement obsessionnelle, objectivement complètement débile, qui assaille notre monde. Lutter contre la pornographie, une fois qu'on l'a dit, une fois qu'on a fait des assises, comment on fait concrètement? Quel discours on tient, par exemple, à l'école? À l'école, alors d'abord, la première chose, je l'évoquais très rapidement tout à l'heure, aujourd'hui, nous sommes dans une société qui se dit post-moderne. Ça ne veut à peu près rien dire, mais c'est pas très grave. Ça fait chic, donc c'est très important d'employer des mots chics. Donc nous sommes dans une société postmoderne. Et cette société postmoderne a décidé, par un trait de crayon de s'exonérer complètement de toute morale. Il n'y a plus de morale. Or, les plus grands philosophes depuis l'origine de l'humanité ont prouvé, ont montré, ont démontré que la morale fait partie du patrimoine individuel. Et d'ailleurs, toutes les civilisations se sont toujours basées sur des socles moraux solides. La morale, c'est dire qu'il y a un bien pour le bonheur et un mal pour le malheur. Voilà. Et sur le plan de la sexualité, c'est évident que sur une chose aussi sacrée que la sexualité, qui est l'union de deux personnes, qui donne la vie, on voit bien tout le monde sait qu'on est là au cœur, objectivement, de l'humanité dans ce qu'il y a de plus sacré. Eh bien, sur ce sujet-là, il faut clairement rétablir un discours moral, pas moralisateur, mais dire voilà, il y a un bien pour le bonheur, il y a un mal pour le malheur, c'est tout. Et donc, il faut expliquer aux enfants que, vous voyez, le professeur de neurosciences explique très bien ça. Par exemple, l'idée de dominer ses pulsions. Ça, on le fait dès le plus jeune âge. Dès l'âge de 4-5 ans, on dit à l'enfant, attends, non, tu ne prends pas le pot entier de Nutella. Tu ne donnes pas une énorme gifle à ton voisin. Eh bien, pour la sexualité, c'est la même chose. Pourquoi est-ce qu'une activité primaire serait déconnectée complètement pour une espèce de jouissance définitive, immédiate? Il faut reconstruire la personne et donc il faut partir sur une morale. La première chose que nous avons à Saint-Jean-de-Passy et qui est une belle tradition de l'établissement, c'est que les classes ne sont pas mixtes en collège. On retrouve ça aussi dans un établissement parisien qui est Stanislas, pas très loin d'ici. Et c'est un point qui est très important. L'âge collège, la non-mixité à l'âge collège permet vraiment de vivre les choses qui sont spécifiques au développement de la jeune fille et spécifiques au développement du jeune garçon. C'est un premier point. Le deuxième, c'est que j'ai décidé de mettre en place il y a 2 ans un uniforme à Saint-Jean. Ça a été du reste, ça a fait un peu de bruit, à tel point que même le Parisien s'en est fait l'écho au mois de juin dernier avec quelques symboles qu'on avait mis en avant. En fait, l'uniforme a cela d'intéressant. On y a un peu fait allusion tout à l'heure, mais je trouve que ce serait intéressant de l'approfondir. C'est que il y a une tyrannie de la mode et une tyrannie du slim, de l'ajusté et du moulant, qui conduit finalement, même habillés, aujourd'hui, des jeunes filles et des garçons à montrer certaines parties du corps ou à les révéler assez facilement. Ce que nous avons cherché, c'est non pas avoir un uniforme qui fasse ressembler nos élèves à des sacs à patates, mais qui leur permette d'avoir une belle tenue, un peu sobre, et en même temps, de se dégager un peu de la tyrannie de l'esthétique dans laquelle nous vivons bien souvent. Un troisième point, c'est le rapport évidemment que nous avons au téléphone et au smartphone. Là, nous sommes vraiment collectivement plus exactement, coupables de ce qui se passe actuellement dans les collèges. Le ministre de l'Éducation a réagi sur la présence des téléphones portables pour des raisons qui ne sont pas forcément liées du reste à la pornographie, mais insistant sur le fait que c'était vraiment important que les téléphones portables ne soient pas utilisés dans les établissements, au sein des établissements. À Saint-Jean-de-Passy, évidemment, le téléphone n'est pas utilisé officiellement et il est interdit. Quand un élève est pris avec un téléphone portable ou qu'on voit le téléphone portable, le téléphone est confisqué et l'élève renvoyé pendant une journée. Donc c'est un peu l'arme nucléaire qui permet d'éviter quand même son usage. En revanche, nous savons que la majorité de nos élèves de 6e aujourd'hui ont un téléphone et que la majorité de ces téléphones sont des smartphones. Et ça, c'est un drame. C'est-à-dire que, alors, il y a une personne qui travaille là-dessus et qui fait pas mal de conférences, qui s'appelle Eric Andrade, qui en fait pas mal sur les parents aussi bien que sur les jeunes, et qui montre qu'il y a un pic
finalement d'acquisition de téléphones portables en 5e, et qu'aujourd'hui un téléphone portable c'est un smartphone dans 9 cas sur 10. Ce qui veut dire que quand en 5e on se retrouve avec un téléphone portable, moi l'image que je prends avec des parents, c'est leur dire, vous voyez mon petit bonhomme de 9 ans, c'est comme si je lui disais, je te laisse un paquet de bonbons dans ta chambre et tu prends un bonbon par semaine. Je te fais confiance, un bonbon par semaine. Et en fait, le rapport qu'un ado de 5e a avec un téléphone portable, un smartphone, est évidemment délirant. C'est-à-dire que les tentations, les sollicitations, je devrais dire les sollicitations, du reste plus que les tentations, sont quotidiennes et sont très agressives, très violentes. Évidemment, si l'organisation de la famille contraint à avoir un téléphone, ce qui peut arriver dans certains cas, eh bien, dans ces cas-là, pourquoi pas un téléphone à 9 touches, comme on dit, et ça peut très bien suffire. Je ne connais pas de situation où le smartphone est obligatoire. J'en connais aucune. Et des parents qui vous disent si, il a fallu... Non, c'est pas vrai. Il n'y a aucune situation où le smartphone est obligatoire. Et c'est du reste assez cynique de penser que ce téléphone est appelé smartphone quand on sait que ça veut dire intelligent. Ensuite, nous avons à Saint-Jean-de-Passy installé, et je m'arrêterai là-dessus, un cycle de formation de la 6e qui commence déjà un peu en primaire avec l'éducation à l'amitié, mais de la 6e à la terminale, nous avons un cycle de formation. Et ça, je crois que c'est très important. Ce cycle de formation que vous connaissez probablement, c'est Cyclo-Show XY Évolution pour 6e, 5e. Saint-Jean-de-Passy, c'est un établissement catholique associé par contrat à l'État. On est plus habitué à entendre un discours un peu musclé sur ces sujets-là dans l'environnement plutôt hors contrat que dans l'environnement sous contrat, considérant finalement que ce ne serait pas bien possible dans le cadre du contrat. Moi, je m'inscris en faux pour différentes raisons. La première, c'est que le contrat qui nous lie à l'État porte exclusivement sur les orientations des programmes dans la classe par les professeurs, et absolument pas sur les bulletins officiels de l'éducation nationale qui portent sur les orientations de type vie scolaire. Toutes les circulaires qui concernent l'éducation sexuelle sont des circulaires qui ne concernent pas le contrat des établissements sous contrat. Et donc quand vous voyez des établissements sous contrat qui se sont engagés sur ce terrain-là, c'est parce qu'ils l'ont bien voulu, ce n'est pas une obligation pour un établissement sous contrat de le faire. La deuxième chose, c'est qu'on a en revanche, dans le cadre du contrat, les cours de 4e. Il y a aussi maintenant, dans les nouveaux programmes, des chapitres de cela aussi en primaire, sur la question de la reproduction ou la découverte du corps humain. Là, on est libre de nos ouvrages. J'avais fait, en 2009, il y a eu un certain nombre de conférences autour de, vous vous souvenez, l'apparition de la théorie du genre avec Judith Butler, et les livres de Nathan, Belin, Bordas, etc., présentaient des chapitres qui s'intitulaient Hommes-Femmes et qui étaient vraiment la théorie du genre transposée en sciences de la vie et de la Terre. Dans ce contexte, j'ai fait un certain nombre de conférences en indiquant bien qu'on n'était absolument pas obligé d'utiliser ces ouvrages et que l'orientation des programmes ne demandait pas nécessairement de dérouler l'idéologie de Judith Butler. Là, il en va de même. On peut très bien, effectivement, en parallèle des cours ou à l'intérieur des cours en fonction des professeurs que nous avons, eh bien, développer une présentation de la sexualité, de la reproduction ou de la question du corps de telle manière à ce que ça soit respectueux. Certes, quand vous faites allusion aux réactions de l'État, il est évident que si, pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais qu'un inspecteur pourrait venir regarder comment les séquences de cours sont traitées, comment le cahier texte du professeur est tenu sur ces séquences de cours et comment il traite ces programmes. Alors vous avez des professeurs qui sont un peu tremblants face aux inspecteurs et qui craignent effectivement cette relation d'évaluation. Il faut savoir, là aussi c'est pas très connu, mais que quand un inspecteur vient dans un établissement privé sous contrat, depuis la loi de janvier 2005, qui est une loi qui est importante, qui s'appelle la loi Sancy, l'inspecteur intervient dans l'établissement sous couvert du chef de l'établissement. C'est-à-dire qu'il intervient dans la classe, après s'être présenté au chef d'établissement, je l'accompagne dans la classe et je le revois après. Vous avez des établissements dans lesquels, malheureusement, ce n'est pas le cas. Il se présente à l'accueil, il est directement accueilli dans la classe et il repart sans voir le chef d'établissement. Et ça, c'est très mauvais, évidemment. La relecture que je fais, moi, du cours ou de la séance avec l'inspecteur est évidemment très importante pour protéger mon professeur des choix pédagogiques qui ont été faits en relation
avec les orientations de l'établissement et avec le caractère propre de l'établissement. Et là-dessus, je vous assure que nous pouvons exprimer une parole forte. Vous parlez dans votre livre de la pudeur, en ayant des mots très clairs sur l'impudeur qui est un des processus pornographiques utilisés aujourd'hui par la société pour la détruire. Nous voyons l'impudeur aujourd'hui partout, et d'ailleurs j'étais très intéressé par M. Clément qui disait tout à l'heure que effectivement à Saint-Jean-de-Passy, des uniformes avaient pour but de faire en sorte que des jeunes filles de 12 ou 13 ans n'exhibent pas forcément leur anatomie de la façon la plus excitante possible, mais ça vaut aussi pour les garçons, puisque là, les slims permettent de tout découvrir sans enlever le slim. Que pensez-vous? Donc, nous sommes aujourd'hui des résistants par rapport à cette vague pornographique. Qu'avez-vous à nous dire, à nous résistants, pour qu'au moins sur ce point-là, nous soyons exemplaires? Il est certain que la pudeur, je crois que c'est Mounier qui disait ça, la pudeur dit « Je suis autre chose que l'apparence de mon corps ». Je dirais que le danger du corps, c'est qu'il est visible, c'est qu'il est exhibable. Et ce que il peut en quelque sorte jouer le rôle d'enseigne, le rôle d'appôt. En éthologie, on parlerait de stimulus déclencheur. Vous savez, les stimulus déclencheurs chez les animaux sont des telles touffes de plumes, etc., qui a le pouvoir de produire automatiquement un certain comportement. Alors chez l'homme, il y a quand même une certaine retenue. Le comportement ne survient pas immédiatement, sinon beaucoup de femmes se feraient violer dans la rue, mais la motivation, elle, est automatiquement mise en jeu. C'est vrai chez nous tous. Enfin, je dirais chez les hommes, car c'est la grande supériorité de la femme qui, peut-être ainsi, a du mal à comprendre parfois la sexualité masculine, c'est que cette analyse réifiante, morceau par morceau, qui va à l'encontre de la pudeur, est vraiment spécifique de la cognition visuelle masculine. Alors la pudeur, effectivement, bien, elle doit s'imposer, oui. La pudeur dit « mon corps est autre chose que mon corps ». Je ne sais plus quel auteur latin disait « lorsque la robe de l'épouse tombe pour l'union avec son mari, eh bien, il ne faut pas qu'en même temps, sa pudeur tombe à terre ». Donc bien évidemment, il y a un art très difficile qui est de pouvoir pratiquer la sexualité en gardant une certaine pudeur. Ah, je repense à un beau poème d'Alfred de Musset, Lucie. Sa beauté m'enivrait, je n'aimais qu'elle au monde, mais je croyais l'aimer comme on aime une sœur, tant ce qui venait d'elle était plein de pudeur. Et effectivement, au paradoxe, la pudeur ne va pas diminuer le désir sexuel, mais le véritable désir avec un D majuscule va être augmenté, au contraire, par la pudeur. Ce qui nous mobilise énormément dans toutes ces interventions et dans toute cette formation auprès des enfants, c'est de remettre les parents comme premiers éducateurs des enfants sur ces sujets. Ce n'est pas à la société, ce n'est pas à l'école d'éduquer dans ce domaine, c'est à la famille, c'est aux parents, et c'est les parents qui sont les premiers concernés. Et l'établissement scolaire peut en revanche redonner une légitimité dans la mesure où la société a en partie retiré ce rôle des parents. Vous vous souvenez de la phrase de Payon que je ne vais pas reciter ici, mais il faut retirer donc les enfants au déterminisme, voilà, et les confier à la société, voire à l'établissement scolaire pour qu'ils le fassent. Ça, c'est non. Et il faut absolument que les parents retrouvent cette place première. Médecine, pardonnez-moi de vous dire que vous faites une réunion, des assises, mais que ce thème, il ne vous appartient pas. Par exemple, c'est un des chevaux de bataille de la secrétaire d'État à l'égalité entre les hommes et les femmes, qui lutte contre l'accès des mineurs à la pornographie en mettant en place des filtres techniques pour limiter cet accès. Voilà, il n'y a pas que vous qui avez cette préoccupation. Alors là, c'est très intéressant que vous citiez le ministre Schiappa. Parce que le ministre Schiappa est dans une contradiction totale. Madame le ministre dit « il faut protéger les enfants ». S'il faut protéger les enfants, c'est quand même que la pornographie pose problème, puisqu'il faut protéger les enfants. Mais parallèlement à ça, Madame le ministre publie des livres pornographiques, notamment pour les adultes. Donc, elle est dans une contradiction extraordinaire. S'il faut
aider les enfants à ne pas tomber dans la pornographie, qui est donc un mal pour les enfants. Je ne vois pas en quoi ce serait un mal pour les enfants et un bien pour les adultes. Elle baigne dans la contradiction. En fait, Madame Schiappa est une pornocrate avérée et elle fait un petit peu de communication en disant on va mettre des filtres. Je vous signale quand même qu'elle est une farouche promotrice des cours entre guillemets, d'éducation sexuelle dès le plus jeune âge à l'éducation nationale. Savez-vous ce que sont les cours d'éducation sexuelle à l'éducation nationale? C'est une machine à pervertir comme jamais. François Billot-de-Lochner, Mme Schiappa a répondu, elle a dit qu'il n'était pas question d'enseigner des pratiques sexuelles à des enfants, et encore moins à 4 ans. On parle de 3 séances annuelles d'éducation à la sexualité à l'école. De l'école au lycée pour apprendre le respect dû au corps humain et acquérir d'ailleurs une vision égalitaire des relations hommes-femmes. Vous pensez que ça c'est dangereux? Sur le papier, c'est splendide, mais Monsieur le ministre Blanquer et Madame Schiappa vont faire exactement le contraire de ce qu'elle dit. Je sais, parce que j'étudie le problème depuis maintenant une quinzaine d'années, ce qui se passe dans l'éducation nationale, qui fait les cours d'éducation aux tout-petits et ce qui est raconté. C'est absolument infect. C'est absolument infâme. Si j'avais pu arriver à quelques documents, je vous aurais exhibé ce qui est distribué aujourd'hui dans l'éducation nationale auprès de la population de tous les âges. C'est une machine à pervertir. Je vous signale, mais on en reviendra peut-être tout à l'heure, que nous avons actuellement un procès avec l'éducation nationale. L'association Pornostop a attaqué en justice hat gerichtlich angefochten le ministère de l'Éducation nationale den Bildungsminister, pour incitation à la débauche. Weil die Kinder dazu angestiftet hat, pornografische Inhalte zu konsumieren. Parce que en France, weil in Frankreich les ministres récents haben die jetzigen Minister ont pris la décision den Entschluss gefasst, de pervertir à grande échelle die Generation in hohem Grade zu sexualisieren. La jeunesse qui leur est confiée. Also die Jugend im hohen Grade zu sexualisieren. Si je l'avais sur moi, hätte ich es bei mir, je vous aurais montré un petit livre, hätte ich euch ein kleines Büchlein gezeigt, distribué aux élèves, es an die Schüler verteilt, qui est tellement pornographique, das so pornografisch ist, que j'ai commencé à le lire, dass ich begonnen habe es zu lesen, et que j'ai arrêté la lecture. Und dass ich es aufgehört habe zu lesen. Und das steht an Schüler verteilt. J'avais envie de vomir. Ich hatte das Gefühl, dass ich mich gleich übergeben muss. Et je me suis dit que des enfants de 7 ans, 10 ans, 14 ans Und ich habe mir gedacht, Kinder, die 7, 10 oder 14 Jahre alt sind, sans aucune préparation, ohne jegliche Vorbereitung, allaient subir ce lavage de cerveau ignoble. Müssten jetzt diese Gehirnwäsche über sich ergehen lassen. C'est véritablement insupportable et ça méritait un procès. Und das ist untragbar und das verdient ein Gerichtsurteil. Liberté politique a attaqué en justice l'éducation nationale pour incitation à la débauche. Le procès est en cours et j'attends avec gourmandise la suite du procès. Je crois que le jugement doit être, à mon avis, dans quelques mois. J'ai oublié la date. Donc, on voit bien que l'on est dans une position d'effet de manche pour calmer un petit peu le débat et dire aux parents, chers parents, dormez tranquilles, on s'occupe de vos enfants. Et derrière ça, on met en place des cours qui seront, dès le plus jeune âge, des machines à pervertir la jeunesse. Si on peut me prouver le contraire, alors là, je suis très preneur. On aura du mal à me le prouver. Alors maintenant, on fait quoi? Est-ce qu'on interdit? Par exemple, on interdit, parce qu'à la maison, c'est facile de tenir un discours moral, mais enfin bon, il y a les ordinateurs, il y a les amis, il y a les maisons des amis, il y a les ordinateurs des amis, les amis. Oui. Donc, on ne peut pas être derrière les enfants derrière tout le temps. Qu'est-ce qu'on fait? Où place-t-on les interdits? Aujourd'hui, Heute, si vous allez à Moscou, wenn Sie heute nach Moskau reisen, et si vous allez sur Internet, und wenn Sie ins Internet gehen, vous ne pourrez pas visionner
de vidéos pornographiques. werden Sie kein einziges pornografisches Video finden können. La Russie a bloqué tous les sites pornographiques. Russland hat alle pornografischen Seiten blockiert. Alors, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire. Alors d'abord, vous soulevez vous-même la difficulté du débat et du problème. Parce qu'effectivement, il semble que c'est la lutte du tout petit pot de terre contre le gigantesque pot de fer qui écrase tout, si vous voulez. Et nous, on est le minuscule pot de terre. Voilà, on essaie de se bagarrer contre cet épouvantable pot de fer. Donc, soyons clairs, ne cherchons pas du résultat en se disant, dans 2 ans, vous allez voir ce que vous allez voir. Non, on va vraiment avancer par petits pas. Alors, premièrement, on est en train de faire une sensibilisation du monde adulte. Parce que le monde adulte ne connaît rien au problème de la pornographie. Le monde adulte ignore tout. Je m'en aperçois, ça fait des années que je sillonne la France, que je fais des conférences, que je fais des interventions, les gens tombent de l'armoire en me disant mais qu'est-ce que vous racontez, mais on n'était pas du tout au courant. Bon, donc déjà premièrement sensibiliser les parents parce que la lutte contre la pornographie, elle se passera d'abord dans la famille. C'est par les parents que j'allais dire, une belle éducation à la sexualité se fera, premièrement. Donc, sensibiliser les parents, nous le faisons tout le temps en ce moment. Quand on a organisé ces assises, par notre politique de communication, nous avons touché à peu près 1 million de personnes. 1 million quand même. Bon voilà, 1 million de personnes. Et on a énormément de retours. De gens qui disent continuer, c'est bien. Oui, ça nous tracassait, mais on ne savait pas très bien pourquoi. Bon voilà, maintenant on y va carrément. Premièrement, sensibilisation. Deuxièmement, je parlais d'action en justice, on va les multiplier. La structure Stop au porno, c'est dans ses statuts, a pour objet de défendre les populations contre toute attaque. Il y a un code pénal quand même. Hein. On n'est pas complètement en l'air comme ça, on n'est pas au-dessus de la terre. Hein. Il y a un code pénal qui punit de lourdes peines d'amende et de prison les créateurs, les diffuseurs, les promoteurs de matériaux pornographiques quand même. C'est le code pénal. Donc, deuxièmement, on va agir sur ce sujet-là. Troisièmement, on agit vis-à-vis de la classe politique. Au moment des élections de 2017, on l'avait fait en 2012, on l'avait fait en 2007. Il y a dans nos mesures que nous proposons aux candidats une mesure sur une lutte drastique contre la pornographie. Pour 2017, je constate quand même que le PCD de Jean-Frédéric Poisson a signé cette mesure. François Fillon ne l'a pas signée, mais dans son programme a mis quand même une phrase sur la pornographie. C'est la première fois que les Républicains mettaient quelque chose sur la pornographie. Et le Front National n'a rien mis dans son programme, mais Marine Le Pen avait fait une déclaration, je crois, 6 mois avant les élections, extrêmement ferme sur la pornographie. Donc voilà, la classe politique commence à évoluer. Donc ça fait une troisième action possible. Nous allons, nous avons déjà commencé à le faire bien sûr, nous répondons à toutes les demandes de formation dans les collèges, dans les lycées, voire même dans le primaire, pour expliquer voilà que la sexualité c'est pas la pornographie et que la pornographie détruit la sexualité. Voilà. Le point très important que vous signaliez tout à l'heure sur tout ce qui concerne les ordinateurs, les iPhones, etc. Nous sommes en train de travailler pour mettre effectivement des filtres. Il faut sûrement que sur le plan législatif, il y ait une loi extrêmement claire avec un blocage véritable par différents systèmes qu'on est en train d'analyser aujourd'hui. Bon, par exemple, il y a un système qui consiste à dire il faut que tout soit payant, il faut donc une carte bancaire, un numéro de carte bancaire. Vous voyez, il y a quand même des petites méthodes. Je vous signale quand même que la Russie de Vladimir Poutine, aujourd'hui, a bloqué complètement les sites pornographiques. Si vous êtes à Moscou, vous ne pouvez pas regarder un site pornographique. Donc, il y a des moyens, il y a des solutions. Il y en a, je m'arrête là pour ne pas être fatigant dans ma liste. Il y a des tas de choses à faire et nous allons faire des tas de choses. Vous voulez vous attaquer à la pornographie, il suffit de vous attaquer à l'industrie du porno. C'est une industrie polluante des esprits. Ben, il suffit de la taxer, il suffit de la faire payer, comme on fait payer les industries polluantes. Alors ça, il n'y a pas ça dans votre discours. Il y a toujours la morale. Ah non, 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 je vous ai dit qu'on allait attaquer en justice tous ceux qui font la conception, la diffusion, la promotion de matériaux pornographiques. Donc il y aura des concepteurs. C'est très compliqué d'attaquer les créateurs qui sont souvent dans des paradis offshore. Donc c'est très compliqué. Mais on va le faire, je vous assure qu'on va le faire. Donc derrière votre combat, il n'y a pas le retour du père la morale. Alors, moi je vais vous dire, je vais être extrêmement clair, Martial Biche, je vais peut-être vous choquer, mais on me dit régulièrement, mais vous
vous êtes pour un retour à l'ordre moral, mais je préfère 10 000 fois l'ordre moral à l'ordre immoral. Qu'est-ce que c'est que cette notion d'ordre moral? La morale, de toutes les façons, elle nous anime tous au jour le jour. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, on a décidé de la mettre sous la table. On ne veut plus parler de morale, on ne veut plus parler du bien pour le bonheur, du mal pour le malheur. Il faut, sur le plan de la sexualité, parler du bien pour le bonheur, du mal pour le malheur. Enfin, la pornographie. Est-ce que vous avez... Alors là, je connais bien le sujet. On parle d'actrices pornographiques. J'appelle pas ça des actrices, hein, j'appelle ça des objets de consommation pour des films pornographiques. Appelons ça actrice par simplification. Connaissez-vous une actrice qui a fait un témoignage disant « Magnifique ce que je fais, c'est génial ». Elles sont toutes au fond du trou, à 100%, au point qu'il y en a une, Ovidie, qui a fait un bouquin, qui est un bouquin imbuvable, à jeter à la poubelle, c'est un bouquin hautement pornographique, qui pleurniche sur le sort des dizaines de milliers d'actrices, en disant « c'est épouvantable de leur faire ça ». Alors, moi, je suis un homme, je décide de regarder ces actrices, je me régale en regardant ces actrices, je tombe là-dedans et je sais que ces actrices vivent un enfer. Il y en a qui se suicident, il y en a qui deviennent anorexiques. Enfin, c'est épouvantable ce qu'elles vivent. Et elles sont payées en plus de ça, j'allais dire, avec un lance-pierre. Bon, mais c'est un pur scandale. On voit bien que la pornographie est une industrie innommable. C'est une industrie immonde. Et ceux qui fabriquent des matériaux pornographiques sont des gens infâmes, je suis désolé, parce que ce sont des esclavagistes. Vous vous mettez en péril sur un combat qui est un combat qui est un des plus compliqués, où vous voyez d'ailleurs que les oppositions sont extrêmement féroces. Pourquoi cela vraiment? Est-ce que c'est pour le fun, pour le plaisir? Non, pas du tout. J'ai à vous déstabiliser à Martial de la fin. Non, pas du tout. J'essaye de résister sur les sujets les plus importants, qu'ils soient politiques, économiques, sociaux, moraux, culturels. Je pense qu'aujourd'hui, l'analyse que nous faisons chez Liberté Politique, c'est que dans les sujets fondamentaux, l'islamisation de la France est évidemment un sujet fondamental. C'est pas sur TV Liberté que j'en parlerai. Vous avez eu la gentillesse de m'inviter sur ce sujet. Le problème de la pornographie est un des sujets, voire dans les 3 sujets les plus fondamentaux, car il est en train de massacrer l'humanité tout entière avec des conséquences inouïes. Et voyez-vous, j'étais dans un pays musulman il y a assez peu de temps et je discutais avec des dignitaires religieux et politiques. Et spontanément, ils m'ont dit, vous savez que pour nous, dans les problèmes majeurs que rencontre l'Occident, dans les 2 ou 3 problèmes majeurs que rencontre l'Occident, il y a la diffusion de la pornographie qui est en train de vous tuer complètement. Donc c'est intéressant. Quand je discutais avec des Australiens, ils pensent la même chose. J'ai discuté avec des Américains, ils pensent la même chose. Je crois que mondialement, il y a toute une série de gens absolument convaincus que c'est un problème dramatique sur lequel il faut lutter. Effectivement, vous soulignez que le combat est dramatiquement compliqué. Et nous avons nos tout petites mains qui essayent de lutter contre ce tsunami. C'est notre job. Comme le disait Mère Teresa, il y a un journaliste qui lui disait « Ce que vous faites ne sert absolument à rien, c'est une goutte d'eau dans l'océan ». Et elle a répondu avec un grand sourire « Sans cette goutte d'eau, l'océan ne serait pas le même ». Toowoomba est une ville en Australie. Das ist eine Stadt in Australien. De 150 000 habitants. Von 150.000 Bewohnern. Ça n'est pas un petit village. Das ist kein kleines Dorf. Des associations, Vereine, des parents, Eltern des élus und Gewählte se sont rassemblés haben sich zusammengeschlossen et ont décidé und haben beschlossen, d'enlever tout matériau pornographique de la ville de Toowoomba. alle pornografischen Elemente aus der Stadt zu entfernen. Et aujourd'hui, quand vous vous promenez dans Toowoomba, vous êtes certain d'être protégé du tsunami pornographique. Moi, je dirais que sans le combat que nous menons avec beaucoup d'autres, le monde ne serait pas tout à fait le même. Donc voilà, on essaye de changer un tout petit peu les choses et en espérant, avec la grâce du ciel, que nous arriverons à bousculer vraiment ce monde pornocratisé.
suis émerveillé par cette jeunesse extraordinaire, qui est d'ailleurs, j'insiste beaucoup dans l'introduction de mon livre, c'est une jeunesse de tous les âges. Parce qu'il fallait bien prendre une héroïne, donc j'ai pris une jeune fille de 22 ans, mais je suis aussi émerveillé par les arrière-grand-mères de 80 ans qui, aujourd'hui, résistent tous les jours à leur façon, de façon aussi exemplaire. C'est ce que j'appelle la jeunesse de tous les âges, si vous voulez. Et qui donne un coup de vieux épouvantable à cette vieillesse de tous les âges, cette espèce de vieillesse qui commence d'ailleurs pour la jeunesse, j'allais dire lambda, souvent dès l'adolescence, avec ces adolescents qui jusqu'à leur mort vont vivre de petits expédients de drogue, de pornographie, de médiocrité, sans aucun allant, sans aucun enthousiasme, en ne participant absolument pas finalement au développement de cette humanité, de ce monde, qui est un monde magnifique, qui ne demande qu'à prospérer. Mais ces gens-là, ça ne les intéresse pas du tout. C'est la jouissance personnelle, c'est l'hédonisme. Et finalement, cette vieillesse de tous les âges, elle commence dès l'enfance. Et puis elle se termine effectivement par une mort qui est une espèce de nihilisme épouvantable. Et ça, c'est tout de même la majorité de la société aujourd'hui. Quand je vois une pareille organisation, Wenn ich eine derartige Organisation sehe, quand je vois une salle aussi magnifique que celle-là, wenn ich eine so schöne Halle wie diese hier sehe, quand je vois toutes ces superbes personnalités jusqu'au fond de la salle qui vivent droit, wenn ich diese unglaublichen Persönlichkeiten bis ganz hinten in den Saal sehe, die ehrlich leben, qui acceptent d'avoir des discussions difficiles ou des conférences difficiles, die akzeptieren, schwierige Konferenzen oder schwierige Diskussionen zu haben, eh bien soyez sûrs que c'est grâce à vous que l'on continue ce genre de combat. seid euch sicher, dass es dank euch ist, dass wir diese Art Kämpfe weiter fortführen. Vous êtes les héros du 21e siècle et je vous en remercie. Ihr seid die Helden des 21. Jahrhunderts und ich danke euch dafür. Danke, das wunderbare Gesetz. Danke, danke. Ja. Pfeift ihm zu! Ja. Schön.